Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Actualité telle que les médias la rapportent au jour le jour, eh bien, elle fait souvent écran à une réalité peut-être plus profonde qui se trouve de facto recouverte par le flux des informations. Alors, pour tenter de rendre visibles ces mouvements de fond, ce qui agite la société israélienne, mais aussi d'ailleurs l'ensemble des nations, on va essayer de prendre du recul afin de mettre en évidence ces éléments qui nous permettraient peut-être de sortir d'une vision relativement anxiogène, alarmiste de la situation. Et nous sommes pour cela en compagnie de David Chawat, économiste et enseignant en judaïsme. Bonjour David Chawat. Shalom, bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs. On vous avait reçu il y a un an maintenant à peu près à l'occasion de la sortie de votre livre qui s'intitule Am Segula, sous-titré Le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité. On voit que vous avez une vision, disons, sur le temps long de cette histoire d'Israël qui nous sera utile sans doute aujourd'hui. Si l'on s'en tient au contenu des journaux, on apprend que la guerre a repris avec intensité à Gaza, qu'il y a encore 59 otages qui restent détenus, peut-être une vingtaine encore de vivants, qu'elle se poursuit, cette guerre, de manière plus sporadique sur les autres fronts, alors qu'un conflit majeur pourrait s'ouvrir aussi directement avec l'Iran. On apprend par ailleurs que l'opinion internationale réitère, amplifie chaque jour ses critiques vis-à-vis d'Israël, que les actes antisémites se multiplient et que, cerise sur le gâteau, si je puis dire, la société israélienne elle-même semble replonger dans ses divisions d'avant le 7 octobre. Alors, David Chawat, question, faut-il regarder pour trouver quelques raisons d'espérer tout de même que la situation ne soit pas si mauvaise que cela? Alors, on a l'impression d'être dans une séance de psychanalyse, mais c'est vrai que c'est une psychanalyse un peu de notre peuple. Et je crois qu'on va commencer par quelque chose que tout le monde connaît, l'hymne national d'Israël. Il s'appelle la Tikva, qui veut dire l'espoir. Et les gens, en fait, ils pensent que c'est un espoir un petit peu mystique, il y a un espoir comme ça au fond. Et en fait, ce mot Tikva, Avda Tikvatenu, on n'a pas perdu l'espoir, elle vient du prophète Ézéchiel, quand la situation est désespérée, quand on va aller 2000 ans en exil et Dieu sait qu'on a souffert pendant ces 2000 ans, eh ben, il y a un verset du prophète qui nous dit, rassurez-vous, même quand vous direz Avda Tikvatenu, on n'a plus d'espoir, il y a toujours un espoir. Je crois que d'abord, si on regarde effectivement chaque minute ce qui se passe dans l'actualité, je pense qu'on va devenir fou. Mais exactement comme quelqu'un prend un petit peu de recul sur un tableau, sur un événement, il se recule un tout petit peu, il essaie de regarder un petit peu le macro. Je pense que là, on voit quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut revenir à l'essence du peuple d'Israël, qui est optimiste dans sa nature, pas parce que c'est un illuminé qui ne regarde pas la réalité, mais parce que, encore une fois, dans sa conception, et c'est ce qu'il a apporté à l'humanité, on se rappelle tous que avant que le peuple d'Israël explique à l'humanité que la fin des temps, c'est pas l'apocalypse, bah, tout le monde était persuadé que carpe diem, après moi le déluge, et puis en fin de compte, à la fin, on va toujours à la dérive. Nous, on a appris au monde qu'il y a une époque messianique, qu'il y a un temps meilleur, donc on a quelque chose de positif vers où aller. Et je pense que c'est le premier point essentiel qu'on a dans notre ADN. Le deuxième point, il est à la culture occidentale, qui vient de la culture grecque, où en fait le monde est un cosmos, une machine. On peut au mieux l'étudier, l'apprendre, essayer de s'en servir au mieux, mais on n'a pas d'influence. Nous, on a appris à l'humanité qu'on peut influencer sur notre monde, on peut changer les choses. Et je pense que ces deux points-là, ils font que tout d'abord, on a de quoi être optimiste. Et je crois que c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas une notion philosophique profonde. C'est une réalité historique, une réalité sociale que chacun vit au fond du même. C'est pour ça on nous appelle le peuple tellement optimiste. Encore une fois, parce que c'est dans notre nature et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a apporté au monde. Une fin, on sait que ça va aller bien à la fin et on sait qu'on peut influencer. Voilà. Alors, on va revenir plus précisément dans un instant sur ces points pour voir comment dans la réalité cela peut se manifester. Mais quand même, je reviens sur deux questions d'actualité avant d'aller plus loin. D'abord, ces divisions de la société israélienne qui font encore la une de l'actualité. Il semble que nous soyons à nouveau bloc contre bloc. Les opposants au gouvernement brandissent maintenant la menace d'une grève générale, au moment donc même où la guerre à Gaza continue et aussi sur les autres fronts. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque majeur de fracturation de la société, un an et demi après le 7 octobre. Et où est-il ce peuple du 8 octobre dont vous nous parliez dans le précédent entretien, David Chawat? Heureusement, vous avez une bonne mémoire. Regardez, ça aussi, ça demande un effort. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. Aujourd'hui,
je n'écoute jamais plus que le flash d'information. Je n'écoute plus les émissions entre les flashs d'information. Parce qu'en fait, comme m'a dit une fois une journaliste d'une chaîne de télévision qui m'a interviewé, m'a dit c'est bien, vous êtes toujours optimiste, mais nous, en tant que journalistes, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle que des trains qui sont en retard. Donc effectivement, les journalistes, les médias, on s'arrête tout le temps sur une fracture. Il y a effectivement un sentiment d'une partie de la population qui sent que en fait tout va mal. Mais si on regarde la réalité, ces gens-là ne sont pas du tout une majorité. Ça ne veut pas dire que tout le monde est content, ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Et on a pour ça, de façon empirique, ça c'est ma bonne ou mauvaise formation d'économiste qui nous dit en fin de compte, on peut parler des heures et des heures sur des phénomènes. À la fin, les chiffres, ils racontent quelque chose. Alors on peut les analyser à droite, à gauche, en haut, en bas, mais les chiffres veulent dire quelque chose. Aujourd'hui, je repars dans 3 semaines pour la quatrième manche à l'armée en tant que réserviste. Je ne suis pas le seul. Des centaines de milliers d'Israéliens sont prêts journellement à donner pour leur peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le gouvernement, mais les gens sont prêts à faire le maximum les uns pour les autres. Est-ce que ça enlève toutes les dissonances dans la société israélienne? Non. Et ça, je crois que celui qui a, j'oserais dire, la chance de servir encore à l'armée, il voit que cette réalité-là, c'est la majorité. Maintenant, il y a une petite partie qui a, à mon avis, qui fait beaucoup de bruit, des deux côtés. C'est très important, je n'aime pas du tout qu'on stigmatise en disant ça c'est les gauchistes de Kaplan, ça c'est les fascistes de droite. Il faut arrêter de stigmatiser. Je pense que même dans les extrêmes, ce sont des gens qui ont des idéaux, qui sont persuadés que ce qui se passe en face d'eux est une catastrophe, que ce soit des gens de droite et de gauche, mais ils ne sont pas la majorité. La majorité aujourd'hui, oui, sert ensemble. Et je vais vous donner un petit exemple. Il y a un pilote d'avion qui la semaine dernière dit j'arrête de servir. À l'inverse de ce qui s'était passé avant le 7 octobre, en une semaine, il a été renvoyé. Et en 2 jours, il s'est senti tellement idiot qu'il a démissionné de son institut de pré-militaire dans lequel il était le directeur. Merinak Zamzvaïd. C'est-à-dire que lui-même, il s'est senti qu'il ne pouvait pas éduquer s'il prône de nouveau la division. Maintenant, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. On a d'un côté, effectivement, des sujets qui sont importants pour la société israélienne, parce qu'effectivement, c'est des sujets de fond, mais la majorité des gens vivent ensemble, travaillent ensemble, servent ensemble. Et c'est pour ça que quand je vous dis qu'on a un regard optimiste sur ce peuple du 8 octobre, ben c'est la réalité qu'on voit en face de nous. Maintenant, on le voit d'ailleurs même. On le voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, les politiciens se disputent beaucoup plus que les gens dans la rue. Et ça, c'est un point souvent qui nous trompe. Parce qu'on les voit s'entretuer et s'insulter entre eux, mais ça ne veut pas dire que les gens qui votent pour eux s'entretuent et s'insultent entre eux. Seconde question, sur l'actualité encore, avant d'aller plus loin, la reprise de la guerre à Gaza, avec une interrogation qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui va permettre de croire que ce qui n'a pas pu être fait en plus d'1 an de guerre, à savoir donc la mise hors jeu du Hamas, l'éradication du Hamas, pourra cette fois-ci aboutir dans cette nouvelle guerre? David Chawat. Alors là, il faut regarder, je pense, qu'on a 2 interprétations de la réalité par rapport au conflit avec nos voisins. Je pense qu'on a une réalité qui se base beaucoup sur une culture occidentale, qui dit qu'en fait, on vit sur des intérêts, donc si jamais on leur donne leurs intérêts, en fait, la guerre va s'arrêter, puisqu'en fait, tout est une question d'intérêt. Je pense qu'on a vu que ça n'a pas grand-chose à voir avec les intérêts, nos conflits avec nos voisins. Je pense que la majorité des gens en Europe n'ont aucune idée où se trouve le Yémen. Et quand ils regardent sur une carte et qu'ils voient que le Yémen est à 2000 km d'Israël, ils me posent la question, ils disent, mais pourquoi le Yémen, il vous envoie des missiles encore ce matin en Israël? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une frontière en commun, ils ont quelque chose. Nous, on regarde avec une réalité européenne et on ne comprend pas pourquoi les comptes qui se passent dans la tête chez eux ne sont pas les mêmes. Alors, il y a 2 versions. Il y a la version qui dit plus on va donner, plus on va lâcher du lest et plus on va pouvoir récupérer les otages. Et il y a une version que le gouvernement a décidé de prendre parti, qui dit uniquement quand le Hamas verra en fait l'étau se resserrer sur lui, il sera en mesure de pouvoir négocier par rapport aux otages. Et ce qui s'est passé, ce matin, on a tué le numéro 1 du Hamas politique à Gaza.
je ne crois pas qu'aujourd'hui les leaders du Hamas se sentent en sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a une discussion dans la société israélienne par rapport à est-ce qu'on aurait dû encore essayer de négocier. Mais la chose qui est sûre, est-ce qu'on doit éradiquer le Hamas? Oui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a un point qui est passé complètement inaperçu. Il y a des politiciens qui sont très honnêtes. On a l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, qui, la semaine avant la reprise de la guerre, a écrit une lettre au gouvernement en disant attention, le Hamas a de nouveau engagé 25 000 soldats, le djihad islamique entre 5 000 et 10 000 soldats, et il compte de nouveau attaquer des villages en bordure. Et lui, il a dit ça, et quand ils ont attaqué, ils ont dit alors c'est de ça que vous parlez? Il dit oui, aujourd'hui on ne peut pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'armée de Tsahal a commencé à travailler sur des villages que pour les gens peut-être en France ne connaissent pas, où c'est Bet Hanoun et Bet Elia. Ce sont des villages qui sont collés à Israël. C'est-à-dire que c'est pas à 10, 20, 30 kilomètres. On parle d'1,5 kilomètre. Et quand les gens qui sont revenus dans ces mêmes kibbutzim voient de nouveau des terroristes du Hamas à vue d'œil, même sans jumelles, donc le but est double. Un, repousser les terroristes de la frontière. Deuxièmement, mettre la pression pour essayer de récupérer les otages. Oui, sauf que là, vous répondez pas vraiment à ma question, c'est-à-dire comment est-ce que cela est possible alors que manifestement ça n'a pas été pendant de longs mois. Alors est-ce que les choses changent ou comment est-ce qu'on peut Je pense qu'aujourd'hui, on sera toujours les mains liées tant qu'il y aura des otages. Il est clair qu'on ne pourra pas finir le travail complètement tant qu'on n'a pas des otages. Et vous pouvez voir les différences avec comment au Liban, en 2 mois, on a résolu un problème qui nous paraissait invraisemblable, qui nous paraissait, complètement impossible à résoudre. Et là, on va être toujours coincé avec les otages. Maintenant, je pense que la méthode que Tsahal applique aujourd'hui, on a un nouveau chef d'état-major, on a des nouveaux généraux. Je pense que tout le monde voit qu'il y a un changement radical. C'est clair. Comme a dit un journaliste, j'ai l'impression que Tsahal ne parle plus. Il n'y a plus de conférences de presse du matin au soir, il n'y a plus d'interviews dans les journaux. Alors, le chef d'état-major a dit, moi, je suis un soldat, je dois gagner la guerre. Parler, on aura le temps de parler plus tard. Alors, ça peut être un petit peu gênant pour les gens qui sont habitués à des conférences de presse tous les jours, mais on voit qu'ils travaillent, on voit que ce qu'ils ont fait en une semaine, ça leur a pris des mois avant de faire. On ose espérer que la méthode aujourd'hui, elle va être toucher tous les leaders, et surtout aujourd'hui, la méthode que prônait l'ancien chef d'état-major, encore une fois, on peut discuter, hein, c'est un grand homme militaire qui a servi 30 ans son pays, qui était de faire des opérations et de se retirer. Le nouveau chef d'état-major a dit aujourd'hui, chaque endroit qu'on occupe, on n'en sort pas jusqu'à l'accord. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aujourd'hui faire une opération et sortir et entendre ce que les otages nous ont dit. Ils entendaient des soldats israéliens au-dessus d'eux et ils étaient tellement tristes qu'ils repartaient. C'est-à-dire cette méthode-là, on a vu qu'elle n'a pas apporté des fruits, puisqu'à chaque fois qu'on sortait, ils revenaient, ils nous tendaient des pièges, et à chaque fois, on avait l'impression qu'on prenait à zéro. Et là, on a une autre différence, c'est qu'on a les Américains avec nous. Je vous rappelle l'embargo des armes que nous a fait Biden. Je ne veux pas rentrer dans les détails qui ne sont pas tous intelligents à être publiés, mais ça a causé beaucoup, beaucoup de dommages à Israël, dans certains points. Et l'autre point aussi, c'est qu'on obligeait Israël a continué à donner à manger au Hamas, à donner de l'essence et à donner de l'eau. Comme m'a dit un sénateur américain qui était en Israël, il dit quand même, vous êtes le premier pays du monde qui aide son ennemi pendant la guerre. C'est quand même dingue. On ne parle pas de la population civile qui était dans un coin, etc. On parle des gens qui étaient dans un endroit où il n'y avait que des soldats du Hamas. Donc, on espère qu'aujourd'hui, il y aura de meilleurs résultats. Voilà. En plus, il y a des accusations comme quoi, effectivement, Israël affame la population. Alors, on va revenir sur les tendances de fond maintenant, si vous voulez bien, David Chawat. Sur le plan maintenant géopolitique, donc on prend ce recul. Qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement pour Israël dans la région et dans le monde, et dont on n'a peut-être pas encore pris complètement la mesure? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une expression en français qui dit « on a enlevé les gants ». Je pense qu'aujourd'hui, Israël a décidé de plus gérer les conflits, mais d'essayer de les résoudre à la source. Regardez le Hezbollah, pendant 20 ans, ils s'armaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, et on n'a jamais osé. Alors ils nous ont enlevé une fois 3 otages, ils les ont tués d'ailleurs, ils nous ont fait des attaques, ils nous ont fait on va dire comme ça, des petits conflits mineurs, et nous à chaque fois on disait bon, maintenant on fait un accord de cessez-le-feu, on n'en parle plus. Je pense qu'on a compris qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser
un serpent à notre porte et dire il va rien se passer. Donc on a résolu aujourd'hui le problème du Hezbollah à tel point que les Libanais eux-mêmes commencent pour la première fois depuis l'intervention du Hezbollah dans le gouvernement libanais à commencer à dire écoutez, vous nous cassez la tête, vous êtes en train de détruire notre pays, le peuple n'est pas avec vous. Ça, c'est une révolution. L'autre révolution, c'est la bande de Gaza. On parle de nouveau aujourd'hui de ne plus laisser, d'avoir une zone tampon, de ne plus laisser aujourd'hui la réalité telle qu'elle était, quoi qu'il arrive. On ne veut plus que le Hamas soit au gouvernement. Aujourd'hui, le plan de Trump, qui paraissait complètement dingue, le sondage qui est sorti la semaine dernière, 60% des habitants de Gaza sont d'accord et veulent partir du pays. Alors, ils sont pas encore sûrs s'ils veulent faire ça de façon temporaire ou pas temporaire, mais je pense qu'aujourd'hui, même pour leur bien, quand on regarde, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. L'autre point, c'est l'Iran. Je vous rappelle que pour la première fois, nous avons attaqué en Iran. C'était un tabou. Aujourd'hui, on sait qu'on peut attaquer en Iran. On sait qu'aujourd'hui, cette barrière psychologique, elle est tombée. C'est une révolution. La Syrie. Oui, Israël a enlevé les gants, hein, selon votre expression. Ouais. Ça signifie quoi précisément? Est-ce que ça veut dire qu'elle a gagné en souveraineté, que les Israéliens sont moins dépendants du regard ou de l'influence des nations, par exemple? Oui, je pense qu'aujourd'hui, Israël a compris une chose. Souvent, Israël disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est accusé. Alors, si on est déjà accusé, on ne va quand même pas se retenir, non pas de faire des choses qui ne sont pas morales, pas du tout, mais au moins de faire ce qu'on a à faire. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Dès que le gouvernement d'Assad est tombé, en 3-4 jours, l'État d'Israël a décidé, sans demander à personne, de détruire toute l'armée restante, tout l'armement syrien. Ils ont détruit tous les avions, les bateaux, toutes les dépotoirs les dépôts d'armement. Et Israël n'a pas attendu d'avoir une autorisation spéciale parce qu'ils se sont dit les rebelles qui vont prendre le pouvoir, s'ils tombent sur cet armement, on va savoir ce qui va se passer avec eux. Et ils ont demandé à personne. Même chose au Yémen, on n'a jamais osé attaquer au Yémen. On a dit c'est un pays qui détient un passage très important pour les bateaux, pour le commerce du monde entier. Eh ben, ils l'ont fait quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a changé des réalités qu'on pensait qu'on n'allait jamais faire avant. Aujourd'hui, on n'a pas peur aujourd'hui de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre notre vie en tant que nation en danger pour avoir l'impression d'être humaniste, faux humaniste. Encore une fois, c'est très important de le préciser. Ça ne veut pas dire que nous nous comportons de façon amorale parce qu'on n'en a rien à faire de personne, pas du tout. Mais on fait ce que chaque nation normale doit faire, c'est-à-dire se défendre. Alors effectivement, on sort un peu de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui disait qu'il faut qu'Israël se souvienne, n'oublie pas qu'il est une création des Nations Unies. En fait, Israël sort de cette dépendance-là aussi, de se sentir précisément sous la tutelle, en quelque sorte, des instances internationales ou des grandes puissances. Oui, surtout que quand même, une fois, j'ai guidé l'ambassadeur de France à Jérusalem avec son équipe et je lui ai montré un endroit dans la vieille ville de Jérusalem où il y a une muraille de l'époque du roi Ézéchias, 3-4 générations après le roi David. Je lui ai dit, regardez, monsieur l'ambassadeur, nous sommes les seuls conquérants au monde que lorsqu'on creuse la terre qu'on a conquis, on trouve la trace de nos ancêtres. Bien avant, Jérusalem était la capitale du peuple d'Israël, quand Paris n'était pas encore Lutèce et Londres était un marécage. Alors je sais que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils n'ont rien trouvé d'Européens. Quand les Espagnols et les Portugais sont arrivés en Amérique du Sud, ils n'ont rien trouvé d'Espagnols et de Portugais. Quand vous êtes arrivés en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, quand vous êtes arrivés dans tous ces pays-là, vous n'avez rien trouvé de français. Nous, quand on revient ici, de parler qu'on est une création de l'ONU, merci monsieur. Le verset qui est écrit au-dessus de l'ONU, de la Bible, que de nouveau, les peuples ne s'entretueront pas, hein, c'est un verset de la Bible. Je pense qu'il faut toujours regarder un petit peu avec l'aspect moral, historique. Merci, monsieur Macron, on sait se débrouiller tout seul. Alors, David Chawat, il y a un autre point dont on parle aussi assez peu, mais qui relève peut-être aussi effectivement d'une forme de miracle, c'est qu'au bout d'un an et demi de guerre, avec une jeunesse mobilisée donc sur les différents fronts, les indicateurs économiques ne donnent pas de signe de crise. Au contraire, même certains d'entre eux s'améliorent. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Et comment vous l'expliquez, vous qui êtes aussi économiste? Bah écoutez, vu qu'on est tellement occupé à d'autres choses, quand on regarde les données économiques, encore une fois objectives, je vais vous donner les réserves de devises
battent un record. Le chômage est le plus bas de ces 10 dernières années. On a une augmentation des entrées d'impôts cette année. Et on a le high-tech, ben, vous avez vu cette semaine, on va faire le plus grand exit d'Israël. Le high-tech, on est le troisième pays en investissement au monde. La bourse est à son top, le shekel est fort. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une santé économique de savoir s'adapter à. Et je crois qu'on revient tout au début à ce qu'on a dit sur cet optimisme, que malgré tout ce qu'on peut voir, les Israéliens croient en leur pays, croient en l'économie. Et je crois que ça, on est tellement, encore une fois, masqué par ça. Et toujours, je crois que la chose que je dis le plus à ma femme par rapport à Israël, je dis, imaginez qu'on n'aurait pas ces guerres, on n'aurait pas ces milliards à mettre tous les jours, mais ce pays serait un véritable paradis au monde. C'est déjà un paradis, mais ce sera encore plus. Regardez, malgré tous les efforts militaires, malgré tout ce qu'on fait, vous savez, faire 300 jours à l'armée, c'est complètement fou. Voilà, aujourd'hui, le tarif de l'année 2025, c'est 70 jours. C'est prendre quelqu'un 70 jours de la maison, de sortir, il doit revenir dans son travail, il doit revenir dans son business. Et malgré tout, l'économie tient le coup. Elle a pris un coup. Elle a pris. Il y a il y a des business qui ont fermé, il y a eu des problèmes, il y a des gens qui sont en situation difficile. On n'a pas dit que tout est rose. Mais euh, je suis obligé de raconter cette histoire juive que j'aime beaucoup. Il y a Monsieur Cohen qui est avec son voisin et il voit qu'il lit un journal antisémite. Il dit, mais pourquoi tu lis un journal antisémite? Il dit, regarde, je lis un journal de la communauté juive, la pauvreté en Israël, les dissensions, les guerres. Je lis un journal antisémite, la Startup Nation, on arrive à vaincre nos ennemis, on arrive à avancer, le pays se développe, etc. Je me fais un kiff. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de l'œil extérieur pour nous faire remarquer quelque chose. Mais non, là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais quand on part aux Israéliens, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et là, je vais vous raconter une autre histoire juive. Ils m'ont dit qu'il y a deux grands-mères qui sortent d'un restaurant. Et la première, elle dit, c'était dégoûtant. Franchement, dégoûtant. Et la deuxième, elle dit, non seulement c'était dégoûtant, mais en plus, il n'y en avait pas assez. Et je crois que ça, c'est l'Israélien. Il se plaint d'Israël, il se plaint d'Israël. Quand il y a la guerre, il va se battre pour revenir ici. Mais si tu te plains, pourquoi tu reviens ici? Je crois qu'encore une fois, c'est une chose qu'on remarque. Et aussi dans le côté économique. Le côté économique en Israël, vous le voyez, le pays s'est pas écroulé. Point. Alors effectivement, les Juifs d'origine française, on va dire, ont deux raisons de se plaindre encore parce que c'est aussi une spécialité française. Alors, souveraineté politique, économie, on vient d'aborder ces thèmes. C'est évidemment des faits tout à fait importants, mais ce qui reste sans doute peut-être plus déterminant, c'est l'état de la société elle-même, peut-être, je veux dire, son mental ou sa manière de voir les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan-là? Et vous êtes attentif, vous, à ce qui se dit dans la société civile, on va dire, ou même chez les militaires, qui Ouais. permettent de penser qu'il y a une autre petite musique qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler, David Chawat? Alors, vous avez parlé de mon livre au début. Quand j'avais sorti mon livre, c'était en pleine réforme juridique. Il y avait deux points sur lesquels j'insistais beaucoup. Un, le côté qu'on est une famille. Et l'autre côté, le côté que, en fait, le judaïsme, ce lien avec le peuple juif, il est inné. C'est quelque chose qui nous appartient. Je cite une histoire du Talmud assez connue, que le Talmud nous raconte cette allégorie, que quand on est dans le ventre de notre mère, on a deux anges qui nous apprennent toute la Torah, tout notre judaïsme, et quand on sort, ils nous le font oublier pour qu'on ait le libre arbitre de le retrouver. Alors c'est une très jolie histoire, etc., mais vous allez me dire, mais quel rapport avec la question que vous posez sur la société israélienne? On a eu la veille du 7 octobre, quelques jours avant, le summum on va dire comme ça, de deux choses. Un, de la scission au niveau des frères. Comme on en avait parlé, qu'on s'est aperçu que d'un coup, on était deux sociétés complètement différentes. On a vu qu'à partir du 7 octobre, tout ça s'est remis. Et même si on a des dissensions, même s'il y en a des gens qui crient dans les extrêmes, on voit que le peuple aujourd'hui, c'est un fait, il vit ensemble. L'autre point qu'on me disait toujours, on me dit, mais David, tu me dis le judaïsme, et les gens crient dans la rue, je ne suis pas juif, je suis israélien. On a eu ce Kippour quelques jours avant ce fameux 7 octobre, où je crois qu'il n'y a aucune personne en Israël qui s'est pas senti mal à voir des gens venir saboter un office de non-religieux à Kippour, tous les Kippour à Tel Aviv, il y a un office pour les gens qui ne sont pas pratiquants, même des gens qui jeûnent pas, mais qui veulent faire une participation d'office de Kippour. Et une bande de gens que je ne sais pas comment les définir, tellement que ça me dépasse, sont venus saboter l'office, sont venus mettre de la musique, sont venus jeter des livres de prière par terre.
Et on est arrivé à un summum, on s'est dit, mais est-ce que vraiment c'est ça le judaïsme, le côté israélien, le retour en Israël? Et je crois que là, on a eu notre réponse. Depuis le 7 octobre, on assiste à un retour, c'est pas un mouvement de tchouva, de retour que tout le monde devient religieux, mais un retour énorme, je pense, à cette raison d'être pourquoi on est là. Et ceux qui nous l'expliquent le mieux, c'est les otages. Je crois que les otages, quand ils reviennent, je pense d'ailleurs peut-être écrire au moins une petite brochure, je pense que c'est les histoires chassidiques nous paraissent pâles par rapport aux histoires des otages. Vous avez des gens qui reviennent. Par exemple. Voilà, vous avez par exemple Kate Sigal, qui lui est un juif qui est venu des États-Unis, kibbutznik, laïque, et qui dit que dans son tunnel, il a décidé de prier. Alors on lui pose la question, mais tu savais prier? Il a dit non. Mais Shema Israël, j'avais déjà entendu, alors je faisais Shema Israël. Et j'avais déjà entendu que quand on mangeait du pain, ok, on faisait une bénédiction à Motzi Lechemina. Voilà, il se rappelait de ça. Maintenant, c'est très drôle, on l'a laissé voir la télé à un moment donné, et il voit une émission culinaire. Et dans l'émission culinaire, il voit quelqu'un qui fait une autre bénédiction. Sur du gâteau, Boré Miné Mésonote. Il dit, ah, manifestement, le pain, c'est ça, et toutes les autres bénédictions, c'est Mésonote. Donc, tout ce qu'il mangeait, en fait, il faisait Boré Miné Mésonote, il dit, ça, c'est ou ça, ou ça. Mais il raconte ça très longuement. Alors, on lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé d'un coup? Il dit, d'un coup, je me suis dit, ils m'ont attrapé en tant que juif, ils m'ont enlevé en tant que juif, ils ont tué des gens en tant que juif. Et en fait, il me rappelle pourquoi je suis là. Et notre victoire à nous, c'est justement sortir ce judaïsme. Quand il est sorti, sa fille lui a demandé, qu'est-ce que tu veux le vendredi soir que je te fasse? Attendez qu'il fasse ce plat-là. Il dit, ce vendredi soir, je veux que tu m'apportes une kippa, un verre du kidouche et du vin, je vais faire le kidouche. Vous entendez ça, vous dites, c'est pas possible. Vous avez celle qui nous a, je crois, émus à tous, Agam Berger, que quand elle arrive dans son hélicoptère, et chacun on lui a donné une ardoise pour écrire, elle écrit sur l'hélicoptère Bederech Emuda Bacharti. Par la voie de la foi, la croyance en Dieu, j'ai choisi. Elle raconte que le vendredi soir, son geôlier lui demande de cuisiner, d'allumer le feu. Elle dit non. Il dit pourquoi c'est Shabbat? On dit mais t'as pas peur de. Il a dit c'est Shabbat, je n'allume pas le feu. Et elle dira à la fin, il me respectait parce que je me respectais. On me dit mais t'es pratiquante? Il dit j'ai toujours été croyante, mais jamais j'ai pensé comme ça. Et au même moment, elle ne le savait pas, ses parents ont décidé de faire Shabbat. Et quand ils se retrouvent, ils se parlent, et on a l'impression d'être dans une histoire imaginaire, où ils se racontent comment, en fait, les deux ont passé au même moment pratiquement un processus comme ça, et vous dites, mais c'est pas possible. Vous avez notre Yossi qui a perdu sa femme, ses enfants, son frère, et il était la semaine dernière encore une fois à l'ONU, et quand la journaliste israélienne nous pose la question, qu'est-ce qui t'a donné de la force quand tu savais que tout le monde s'est écroulé autour de toi? Il a dit, le matin, je faisais Shema Israël. Il dit, mais t'as jamais été religieux? Non, jamais. Il dit, alors pourquoi t'as décidé de faire Shema Israël? Dieu, il est dans les tunnels. Il dit oui. Dieu est dans les tunnels. Mais la chose extraordinaire, c'est qu'à la fin, il lui dit, mais comment tu peux être optimiste? T'as perdu ta femme, tes enfants, ton frère. Comment tu peux être Yossi Sharabi, comment tu peux être? Il a dit, ce que j'ai pris, je m'en remettrai jamais vraiment toute ma vie. Mais il y a des choses sur lesquelles je peux être optimiste. Je suis en vie. Je suis là pour vous parler. Il y a des otages qui sont sortis. Il y a un pays qui existe. Il y a un pays qui vit. Il y a des choses sur lesquelles ça vaut le coup d'être optimiste. Quand vous voyez ça, et encore une fois, je peux vous raconter des heures, des histoires. Il y a peut-être une histoire quand même intéressante d'une otage sarite qui sort et qui va raconter, elle a été libérée tout au début, au bout de 53 jours. Et au bout d'un an, elle va parler. Et on va lui dire, qu'est-ce qui a changé chez toi? Elle va dire cette phrase extraordinaire. Jusqu'à temps que je sois enlevé, ma vie, c'était moi, ma famille, mes amis, et c'est tout. Moi, ma vie, c'était ça. Je ne voyais rien d'autre. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai compris que je fais partie d'un destin collectif. J'ai compris que je fais partie d'une nation. J'ai compris que je suis relié. J'ai compris que je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, ah, c'est ce que tu as dit dans ton livre. Mais je dis, mais ce que j'ai dit dans mon livre, c'est ce que nous disent nos sages.
C'est pas moi qui ai inventé. Nos sages nous expliquent qu'on a ce lien qui nous unit, qui n'est pas très rationnel et qui est une réalité. Et la preuve, c'est qu'on peut venir des quatre coins du monde, de nouveau être dans le même pays, se disputer, s'engueuler, mais vivre ensemble. Et je crois que ce mouvement de fond, il n'a pas sourdi la société israélienne. Parce que c'est un, c'est deux. Je pourrais vous raconter comme ça pendant une demi-heure. On va faire un recueil d'histoires Ah, chassidiques. mais je vous dis, c'est extraordinaire. Mais à chaque fois que quelqu'un sort, tout l'Israël dit, alors qu'est-ce qu'ils vont nous raconter cette fois-ci? Et à chaque fois, on a l'histoire encore plus abracadabrante. Mais on dit, c'est pas possible. Vous avez Alors, juste une histoire intéressante, celle que les geôliers ne l'ont pas laissé chanter en hébreu. Donc, elle a fait Shalom Aleichem en arabe. Et donc, elle chantait Salim Aleikum. C'était son chant du vendredi soir. Mais vous dites, mais c'est pas possible. Mais d'où sort cette force? Et en fait, ce qu'on a expliqué, cette histoire du Talmud qui nous dit que le judaïsme est profondément ancré en nous, je l'ai dit, je l'ai entendu d'une élève un jour, il n'existe pas d'expression, il y a que dans le judaïsme où il existe une expression juif athée. Il n'existe pas d'expression chrétien athée. On peut être athée d'origine chrétienne, musulman d'origine chrétienne, mais juif athée, c'est un classique, on pourrait dire. Pourquoi? Parce qu'être juif, ça appartenait à ce peuple, à ce destin. Et même si on peut être très très loin, on est toujours là. Et regardez ce qui s'est passé aux juifs en dehors du monde après le 7 octobre. J'en ai rencontré beaucoup des gens. Je rencontre quelqu'un que je vois en Israël. Il me dit, c'est la première fois que je vais en Israël. Je dis, mais d'où? Le 7 octobre, jamais vécu avec des juifs. Mon père n'est pas juif. Je me promenais en Chine avec des amis non juifs. Et ce jour-là, d'un coup, j'ai vu que ça m'intéressait en Israël. Et mes amis disent, mais pourquoi tu t'intéresses à Israël? Je vous la fais courte, le nombre de gens qui se sont réveillés après le 7 octobre de très loin en se disant, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, que j'habite là, que je pratique ça, le destin de ce peuple m'appartient. Et je crois que ce point ce lien avec le judaïsme, ce lien avec ce peuple, c'est ce qu'on sent tous les jours quand on sait regarder l'actualité à travers le flou qu'on essaye de mettre des fois, avec des événements qui existent mais qui ne sont pas la majorité. ouais. Si je vous comprends bien, il faut davantage moins parler d'un retour du religieux que d'une mutation d'identité, peut-être qui se traduit par l'intégration du temps long de l'histoire juive dans la conscience nationale israélienne, qui avait été un petit peu effacée depuis, disons, la création de l'État. On n'a pas le choix. En fait, je crois que la scène, qui a le plus bouleversé les Israéliens, pas parce que c'était une scène d'horreur. Celui qui l'a pas vu, je pense qu'il se doit de la voir, c'est quand les motos des terroristes rentrent et ils parlent entre eux et ils disent on va tuer des Juifs et libérer Jérusalem. Et d'un coup, pour les Israéliens, il y a eu une claque que le conflit n'est pas un conflit de territoire, n'est pas un conflit même un conflit, on va dire, technique ou un conflit ethnique. On parle d'un conflit sur l'essence. Je vais tuer des Juifs, je vais libérer Jérusalem. Et dès qu'on on s'est aperçu que c'est ça l'essence même qu'on essaie de se battre. Et c'est vrai que quand on regarde un peu avec une perspective, je pense qu'on regarde aujourd'hui que les gens, et si aujourd'hui les gens sont prêts à repartir à l'armée et à se battre, c'est parce qu'effectivement, ils ont cette confiance dans le rôle de l'État d'Israël, dans cet espoir, dans cette volonté d'avancer. Et je crois que ça, c'est un point que il est clair qu'on ne fera jamais un chemin retour. On a avancé, on a gagné ça, et ça, c'est une réalité qu'on pourra pas revenir en arrière. Alors, vous l'avez dit, David Chawat, vous serez à nouveau mobilisé très prochainement, après Pessah, en tant que réserviste pour la 3e fois, je crois. Quatrième fois déjà. 4e fois. Bon. Quand on aime, on ne compte pas. Dans quel état d'esprit vous êtes? On le voit, à la fois combatif et en même temps serein. Voilà, j'aimerais dire un mot sur ceux qu'on ne parle pas assez, le moteur du peuple juif. Ce sont les femmes. Et je pense notamment à ma femme, qui, le lendemain de Pessah, va se retrouver avec son mari. J'ai 2 enfants à l'armée dans des unités d'élite. Un autre fils qui est réserviste dans une unité d'élite. Mon gendre qui est officier dans une unité d'élite. Et un autre gendre qui est dans une unité d'élite. Elle va se retrouver avec tous les garçons de la maison qui doivent protéger le pays. Est-ce que c'est une situation normale? Non. Mais est-ce qu'on est content de participer? Oui. Comme j'ai expliqué au début, l'optimisme d'Israël, il est qu'on sait qu'il va y avoir une happy end, mais on sait qu'on peut influencer aussi. Si aujourd'hui, on va donner un peu de son temps, beaucoup de son temps, et les femmes sont le moteur, je sais pas expliquer la force
Nos sages nous disent que grâce aux femmes, on a eu toutes les délivrances. Alors les gens pensent que c'est un prix de consolation qu'on donne aux femmes. Non, 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 non. C'est pas un prix de consolation. C'est l'essence, c'est le moteur, c'est le socle. Sans ça, on peut rien faire. Aucune personne ne peut sortir de la maison s'il n'a pas sa femme ou sa mère pour l'envoyer. Aucune personne. C'est impossible. On peut sortir un jour, 2 jours. On peut pas sortir 100 jours, 200 jours où aller se battre. Et on est dans cette réalité-là. On espère qu'un jour, demain, on prendra toutes nos armes et on s'en servira pour construire des ponts métalliques. Et des sacs de Voilà. Mais enfin, comme disait un rabbin qui était réaliste en Israël, même quand plus tard le loup vivra avec l'agneau, si je suis au Moyen-Orient, je préfère être comme le loup. Hein. Voilà, et l'agneau ne dormira pas beaucoup forcément la nuit. Merci beaucoup David Chawat pour ce témoignage. Bon courage évidemment pour la suite. Alors, Merci à tous. Oui, j'aimerais juste dire quand même, on doit sortir sur quelque chose de très optimiste parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont écrire une remarque en disant mais optimiste, optimiste, mais il faut pas pousser. Alors je finirai par une histoire juive, vous en avez eu beaucoup aujourd'hui. On raconte que monsieur et madame Cohen sont sur leur petit bateau à Deauville et ils ont leur petit enfant avec eux sur le bateau et l'enfant tombe dans l'eau, hélas. La mère crie au ciel, Dieu aide-moi, Dieu fait un miracle, le gosse sort de l'eau, le père enlace le gosse, et la mère, qui représente ce juif qui est jamais content, elle dit, dis-moi le petit, quand il est tombé dans l'eau, il n'avait pas de casquette. Je crois que quand on regarde ce qui s'est passé à l'État d'Israël, quand on regarde ces 2000 ans, quand on regarde où on est aujourd'hui, on a des problèmes, pas tout n'est parfait, mais regardons ce qu'on a vécu, regardons vers où on arrive, et je crois que ça nous donnera du courage. En tous les cas, merci beaucoup, monsieur Mercier. merci David Chawat, merci à tous donc pour votre attention. Juste un petit message personnel pour terminer à tous ceux qui ont bien voulu aider Fadila Maharoufi dans le combat qu'elle mène courageusement contre l'islamisme en Belgique. Eh bien, elle me signale que les dons qu'elle a reçus vont lui permettre effectivement de payer ses frais d'avocat pour se défendre devant les tribunaux. Soyez-en donc remerciés pour elle. Merci beaucoup et à bientôt. Shalom, shalom. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.